Et parlons désormais de la supervision prédictive avec des technologies émergentes, là aussi, qui ont le vent en poupe. C'est ZenIT et non Zenith, comme je l'ai dit tout à l'heure. ZenIT vers la supervision prédictive de la production, c'est avec Fabien Baligan. Bonjour Fabien. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable technique de ZenIT. Et puis on est ravis aussi d'accueillir Matar Faldata, j'ai bien prononcé, Falidata, pardon. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour Matar, vous êtes data scientist sur ce projet. Je vous laisse la main, messieurs, sur cette mini-conférence. Vous avez presque 30 minutes pour vous. À tout à l'heure. Merci bien, merci. Oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du projet ZenIT et de la supervision prédictive. Donc l'idée, c'est de vous présenter comment, au travers du projet ZenIT, on vise la supervision prédictive de la production au travers des concepts d'IOPS et d'observabilité 360 degrés. Donc au sommaire, on commencera par expliquer les quelques concepts d'IOPS et d'observabilité 360 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? On présentera ensuite le projet ZenIT et ses objectifs. Ensuite, on expliquera comment on a mis en œuvre le projet ZenIT au travers de la suite élastique. On vous fera une démonstration sur des données de production. Et on terminera par une conclusion avec la roadmap du projet. Donc on commence tout de suite avec les concepts. Donc le premier concept, c'est l'observabilité 360 degrés. Donc ce qu'on entend par là, c'est le fait de centraliser toutes les données d'observabilité, donc à la fois les traces de performance applicative, les logs applicatifs et les métriques, que ce soit de performance ou autre. Et tous ces éléments-là, on les centralise dans un socle d'observabilité. Et au travers du fait d'avoir une centralisation dans un socle d'observabilité, on va être capable de corréler les informations et d'avoir tous les éléments pour diagnostiquer les problèmes, les corriger et être le plus proactif possible dans la correction des problèmes. Deuxième concept, l'IOPS. Donc IOPS, ça veut dire Artificial Intelligence for IT Operations. Il y a plusieurs objectifs derrière ce terme IOPS. Le premier, c'est de réduire le temps moyen de détection des anomalies, donc au travers de la détection d'activités anormales grâce au machine learning, donc en privilégiant plutôt ce genre de mécanisme plutôt que les seuils basés sur alerte, en déterminant rapidement la cause racine d'une anomalie, donc grâce à la corrélation d'anomalies, on fait de la corrélation de plusieurs anomalies au travers de plusieurs éléments qu'on surveille. Et quand en fait on a tous les anomalies qui convergent vers une même cause racine, et ben, ça nous permet de rapidement trouver quel est le problème, parce que toutes les alertes d'anomalies, les alertes liées au machine learning, nous remontent la même cause du problème, et donc on est capable d'aller plus vite dans l'analyse de la cause du problème. Enfin, réduire le temps moyen de résolution en ayant des éléments automatiques de remédiation, donc soit la création de tickets à incident automatisés, soit la remédiation automatique, c'est-à-dire carrément l'application d'un correctif à chaud et de manière automatisée. Donc l'IOPS et le machine learning, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce utile? En premier lieu, si vous regardez le graphe que vous voyez ci-dessous, on a un graphe qui est particulièrement difficile à analyser. On peut clairement se dire, en regardant ce graphe, où est l'anomalie, où est les problèmes, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a un problème? C'est compliqué à analyser. Et donc, l'inspection humaine de ce genre de visualisation ne suffit pas. On a besoin d'outils pour analyser ça et être capable de le comprendre. D'autre part, les règles basées sur des alertes sont insuffisantes dans un certain nombre de cas. Si on prend le graphe ci-dessous, on voit qu'on a un cycle normal qu'on voit très régulièrement, et on voit qu'on a quelques anomalies. Si on a des seuils, on ne sera pas capable de déterminer en fait que le cycle est cassé. Et c'est là où le machine learning va être capable de déterminer un cycle de normalité et donc de trouver une anomalie, non pas basée sur un seuil, mais sur une déviance par rapport au cycle de normalité. Donc tous ces éléments, ces éléments font que le machine learning va nous permettre d'avoir des choses en plus que ce qu'on pourrait avoir avec des mécanismes plus classiques. Je laisse la main à Matar pour présenter le projet ZenIT. Merci beaucoup Fabien. Je m'en vais vous présenter le projet ZenIT. Là, on voit que dans le cadre de la supervision aujourd'hui, on a un BEM, un bac à événements, donc qui regroupe l'ensemble des alertes au sein d'ICDC, donc qui provient de nos applications ou de nos serveurs.
On a aussi des puits de données qui regroupent des informations sur des sources diverses. On peut parler de métriques Zabbix à titre d'exemple, des data viz qui sont faites un peu partout. Argos qui permet aujourd'hui de de se référencer sur la qualité de nos outils et de savoir comment ça se comporte. Et le ressenti client qui est en cours d'intégration aujourd'hui avec APPS Moon. L'idée, c'est d'avoir une vision centralisée autour d'un portail, tout en permettant aux utilisateurs d'aller directement vers les plateformes qui les intéressent. On peut aussi parler de l'APM, l'Application Performance Monitoring, et l'intelligence artificielle qui seront intégrées. Et l'objectif de tout ceci, c'est d'avoir la disponibilité en temps réel de nos applications, des alertes qui sont enrichies, l'état des consommations et aussi pouvoir prédire l'indisponibilité des heures avant ou des minutes à l'avance et aussi faire du capacity planning. Sur le projet ZenIT, nous avons plusieurs modules et l'un d'eux, c'est l'observabilité, comme Fabien a eu à l'expliquer. Donc, on a un puits de données de multiples sources. Donc, on peut parler des traces APM, des logs applicatifs, des métriques système, des sources d'audience web comme Matomo et d'autres sources de données, à titre d'exemple Control-M, et des données de référentiel de la production. Donc, tout ceci consiste aujourd'hui à nos puits de données. Intégrer l'observabilité à 360, c'est avoir une vue centralisée sur l'ensemble des informations et sur l'ensemble des applications au sein d'une même plateforme. Et on pourrait, grâce à ça, avoir une rapidité et une facilité d'accès sur ces données et faire des corrélations beaucoup plus poussées, au lieu d'aller sur chaque plateforme et voir ce qui se passe séparément. Et l'AIOps aussi, ça nous permettra d'intégrer la détection intelligente d'anomalies et de pouvoir lever des alertes au cas où il y en aura, et faire aussi des corrélations sur ces anomalies en se basant sur ces jobs de machine learning qu'on aura à créer. Au vu des solutions aujourd'hui qui existent dans le marché, plusieurs solutions ont été envisagées, mais nous avons retenu la stack Elastic pour sa simplicité et aussi son volet machine learning qui est assez intuitif. Je laisse à Fabien pour détailler beaucoup plus. Donc, comme le dit Matar, on a retenu la suite Elastic. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on a mis en œuvre la suite Elastic au travers du projet ZenIT. Donc, la suite Elastic, on a une suite de produits. Donc, le premier, c'est Bits, qui est donc un agent qui va permettre de collecter les logs applicatifs et d'autres éléments comme les métriques ou d'autres. Et ces logs vont être remontés à Logstash. Donc, ils vont être collectés sur un serveur et vont être remontés ensuite à Logstash. Logstash, c'est un ETL, donc qui va récupérer les logs, les transformer, les enrichir et enfin les envoyer vers Elasticsearch. Elasticsearch, c'est le moteur de stockage, donc c'est le cœur de la suite. Le moteur de stockage donc, va indexer les données sur disque et va permettre après de faire de la recherche full text, mais également des fonctionnalités de calcul agrégé sur des gros volumes de données et donc d'avoir des éléments statistiques. Enfin, nous avons la partie Kibana qui est la partie immergée de l'iceberg. C'est l'IHM de visualisation graphique des données, donc on va être capable, au travers de cet outil, d'interroger Elasticsearch et d'afficher des tableaux de bord de graphiques avec des camemberts, des courbes ou des tableaux. Et enfin, nous avons APM. Donc APM, ce n'est pas un produit, mais une solution qui se trouve dans plusieurs produits. Donc APM, c'est Application Performance Monitoring. L'idée, c'est au travers de ça, c'est d'avoir des traces de performance sur les applications et de pouvoir à la fois les collecter et les visualiser et s'en servir pour diagnostiquer les problèmes. Concrètement, on va mettre un agent APM sur nos applications, donc typiquement un agent APM sur Tomcat pour collecter les données de performance applicative. Ensuite, elle va être transmise à un serveur APM. Le serveur APM, lui, va transformer la donnée et enfin la stocker dans Elasticsearch. Et pour finir, au niveau de Kibana, nous avons une application out of the box dans Kibana qui va permettre de visualiser les données de performance applicative, en particulier les données que ce soit des données macro jusqu'aux données micro. Donc on va être capable de voir
à grosse louche quelles sont les performances globales de l'application, mais on va être capable de voir sur une seule transaction quels sont tous les éléments de performance de cette transaction, notamment les appels SQL et les appels web services. Donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement utiles pour tout ce qui est l'observabilité. Donc, l'un des points forts de la stack Elastic, c'est qu'elle vient non seulement avec des outillages d'observabilité, mais également des outillages de machine learning. Donc, en premier lieu, avec des algorithmes d'apprentissage non supervisés. Donc, le premier, c'est single metric. Ça va permettre de surveiller une métrique, donc par exemple une courbe CPU, et ça va permettre d'apprendre le comportement nominal de cette courbe CPU. Est-ce qu'on a une courbe de normalité sur un jour, sur une semaine, sur un mois? Et donc, du coup, une fois qu'il a appris la courbe de normalité de cette métrique, eh bien, il va permettre de détecter des anomalies. Quand un point sort de la courbe nominale, on va avoir une anomalie. On peut faire de l'apprentissage de type multimétrique, donc c'est la même chose que single metric, mais multiplié par un certain nombre de choses. Donc quand les choses, ça peut être par machine, ça peut être par service, ça peut être par application. Si on prend par machine, ben on va faire un apprentissage du CPU par machine. Et donc, on va pouvoir faire des anomalies, avoir un modèle par machine et détecter les anomalies par machine. Population, c'est le fait de détecter une activité anormale par rapport au reste de la population. Donc, si on prend l'exemple de la sécurité, vous avez un site web avec des IP qui se connectent au site web. Chaque IP, la plupart des IP ont une activité normale, nominale. Et on a quelques IP qui ont une activité complètement différente des autres. Et bien en fait, ce genre d'algorithme va nous permettre de détecter les IP qui ont un comportement anormal par rapport à la population. Ensuite, on a la catégorisation, ce qui consiste à trouver les catégories d'objets. Donc typiquement dans les logs, on va grouper les types de logs de messages, donc les logs d'erreurs, les logs d'infos. Ça va être automatique, basé sur le format des logs. Donc ça peut être les logs d'erreur ou les patterns de logs. Et une fois qu'il a catégorisé les différents groupes de logs, eh bien, on va être capable de détecter l'anomalie. Les anomalies, c'est-à-dire est-ce qu'on a un groupe de logs qui vient d'émerger ou est-ce qu'un groupe de logs qui est une activité habituelle de 100, eh bien, actuellement, il y a plus de 200 ou 300 messages qui sont présents, donc il y a une activité anormale et donc on lève une anomalie. Enfin, Advanced, bien en fait, c'est pour aller encore plus loin que tous ces modèles-là, pour faire quelque chose d'encore plus customisé. Donc, avec l'apprentissage non supervisé, donc on est capable d'apprendre, comme vous voyez sur le premier graphe à gauche, où on voit l'aire de normalité d'une courbe, donc on voit l'aire autour de la courbe normale. Une fois qu'on a cet apprentissage qui a été fait basé sur la courbe de CPU, par exemple, on est capable de prédire. Donc la partie en jaune que vous voyez sur le deuxième graphe, c'est la partie de prédiction où on peut voir en fait qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines heures ou dans les 3 prochains jours, selon ce qu'on lui demande. Et enfin, on va être capable de faire de l'alerting. Donc à la fois de l'alerting visuel, comme vous voyez sur le troisième graphe, où on voit des zones jaunes ou rouges, et à la fois de l'alerting mail ou autre, où dès qu'on voit qu'on a une alerte de type rouge ou orange, on va envoyer un mail pour alerter les personnes et regarder de près qu'est-ce qui se passe. On est capable de faire de l'apprentissage supervisé également. Donc l'apprentissage supervisé, c'est le fait de partir d'un jeu de données prêt à noter, où on sait déjà c'est quoi le résultat attendu. On va entraîner le moteur avec ça et grâce à ça, il va être capable après de deviner les prochains éléments qui arrivent, quel est le résultat. Alors, on a trois modèles, des algorithmes d'apprentissage supervisé. Le premier, c'est la classification. Donc, on a un document arrive, quelle est la classe du document? Donc, typiquement, si c'est un texte, trouver quelle est la langue du texte, donc anglais, français ou autre. Donc, ça, c'est la classification. La régression, c'est le fait de calculer une métrique. Donc, si on a un appartement Airbnb, on prend toutes les caractéristiques de l'appartement et on essaie de trouver quel est le coût de cet appartement, quelle est la valeur du bien. Donc ça, c'est la régression. Et le dernier, c'est Outlier Detection, donc le fait de déterminer qu'un document est complètement hors norme. On n'est pas capable de calculer de manière fiable soit une régression, soit une classification. Donc basé sur ces trois algorithmes, on est capable donc de faire de l'apprentissage supervisé à partir d'un jeu de données. Et une fois qu'on a un modèle qui a été construit, entraîné grâce à notre jeu de données, on est capable ensuite de faire de l'inférence. Donc l'inférence, ça va être le fait de dire chaque fois qu'un nouveau document arrive dans Elasticsearch,
on va appliquer le modèle de classification, de régression ou d'outlier et donc de pouvoir enrichir la donnée avec la classe, la métrique liée à la régression ou le flag qui dit que c'est un outlier ou pas. Donc, quelle est la plus-value de la suite élastique par rapport à notre cas d'usage? La première chose, c'est pour ce qui est de l'observabilité, la corrélation de toutes les informations techniques et applicatives au sein d'une même plateforme. Quand on veut diagnostiquer un problème, on a tout au même endroit et on est capable à la fois de voir tout au même endroit et à la fois de corréler les éléments entre eux. Et ça nous permet de gagner énormément de temps au diagnostic et à la correction du problème. La deuxième chose, c'est la facilité de créer des jobs de machine learning. En fait, là, j'ai présenté les différents algorithmes. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on rentre dans l'utilisation, on va passer par des wizards qui vont nous permettre de créer très rapidement les jobs de machine learning sans avoir des grosses compétences de data scientist. Donc ça permet d'aller très vite. Les jobs machine learning sont prod ready, donc ça veut dire qu'on est capable de les appliquer sur des volumétries de production extrêmement conséquentes et ça marche et c'est scalable. Donc ça c'est scalable out of the box, c'est quand même une grosse plus-value. Le modèle est auto-apprenant, ça veut dire qu'on apprend au départ sur l'historique des données, mais au fur et à mesure que les données arrivent, le modèle va continuer à s'enrichir et à s'affiner, sachant que les données, le modèle normal d'un jour n'est pas forcément le modèle normal dans un mois, dans 6 mois ou dans un an, parce que le fait est que les applications changent, la volumétrie change, donc c'est hyper important d'avoir un modèle auto-apprenant. Et donc au travers de tout ça, en fait, on va avoir un machine learning accessible à tout public. Et donc ça, c'est la grosse force pour ce qui est la partie machine learning. On va avoir un calcul de score d'anomalie entre 0 et 100 quand en fait il y a une anomalie. Donc grâce à ça, on est capable de remonter que les anomalies qui sont importantes pour les envoyer par mail. Donc que les anomalies par exemple de plus de 75. Et enfin, on peut prévoir l'activité à venir. Et le forecast, ça s'appelle le forecast. Et ça peut permettre par exemple de prédire qu'un file system va être plein. Et donc du coup, comme on peut prédire que le file system va être plein dans 3 heures, on peut lever une alerte avant même que le problème arrive, donc de faire la supervision prédictive. Merci Fabien. Là, nous allons passer à la partie démonstration d'observabilité des IOPS, comme on a eu à le voir sur l'ensemble de nos slides. Donc là, dans un premier cadre, nous avons pris comme périmètre d'analyse la plateforme BDT. Et pour les données collectées, nous avons des données en provenance de Matomo, une source d'audience web, des métriques de visite comme le nombre d'actions ou le nombre de visites qu'on a eues pour les 15 dernières minutes. Ça peut être Zabbix, donc des métriques système, CPU comme aussi la mémoire, l'APM, des données de performance applicative comme on a eu à l'expliquer, et des logs applicatifs. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est un tableau de bord 360 donc, qui regroupe l'ensemble des informations sur les données collectées. Ensuite, nous allons présenter chaque tableau de bord séparément, de manière assez brève, et passer aussi à la présentation des jobs de machine learning pour la détection d'anomalies et faire une corrélation entre les différents jobs de machine learning en ajoutant les informations sur l'influenceur. À quoi consiste la notion d'influenceur? C'est par exemple qu'on a plusieurs serveurs et on peut voir si on a des anomalies, quels sont les serveurs les plus influents ou le trigramme applicatif. Comme ça, on pourrait faire une corrélation pour dire que pour une application donnée, ça mérite une attention particulière. Nous vous proposons de passer sur les images de la démonstration. Nous vous présentons le tableau de bord 360 qu'on a mis en place. L'idée, c'est d'avoir sur une même interface l'ensemble des informations pour un périmètre bien donné. Il est possible de le filtrer par code application ou par serveur. Et on a des données sur les métriques système en provenance de Zabbix, des métriques applicatives en provenance de l'APM d'Elastic, des métriques sur la disponibilité et des données d'audience web en provenance de Matomo. On peut cliquer sur chaque source de données pour voir dans les détails. Pour le tableau de bord métriques, on a des métriques Zabbix qui permettent de voir la consommation CPU, mémoire ou disque, ainsi que la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations. Pour Matomo, on a le nombre d'actions pour les
15 dernières minutes, le nombre de visites converties et une évolution sur le nombre d'actions et le nombre de visites. Ceci peuvent être une manière de détecter des anomalies quand on a moins de visites ou d'actions. En même temps, pour l'APM, on a des données de la plateforme BDT. On peut voir le nombre de transactions, l'évolution de la durée moyenne des transactions par service et une répartition des transactions en fonction du code de retour statut. Globalement, 99,71% des résultats sont satisfaisants. On peut cliquer sur APM pour voir beaucoup plus dans les détails. Et là, on prend le service BDT demande prêt. On a l'évolution de une répartition du temps de traitement par span, donc 92% au niveau applicatif et 7% au niveau de la base de données. Une évolution en termes de nombre de requêtes, mais aussi en termes d'une durée moyenne du 95e percentile et du 99e percentile pour les transactions. Et on peut voir dans les transactions les détails, notamment la distribution de la durée et la requête entrante au niveau HTTP jusqu'à la requête SQL qui a été exécutée avec les temps de traitement appropriés. Pour un service donné sur l'APM, on a des erreurs qui sont remontées s'il y en a et des informations sur la JVM, notamment les métriques. Et on peut voir pour une transaction, là on a un job de machine learning qui permet de suivre son évolution dans le temps. On peut cliquer sur View Job pour voir le job de machine learning qui permet de suivre la durée moyenne par service et par type de transaction. Là, on peut voir que pour ce service-là, on a une anomalie qui a été rencontrée. Vous voyez aussi les bornes inférieures et la borne supérieure pour notre métrique. Et là, en regardant, on voit que la métrique actuelle est 11 fois plus grande que la métrique qui a été calculée pour notre job d'algorithme de machine learning. Donc là, la sévérité est affichée à 92. On peut voir que sur Elastic, chaque anomalie a un score de 0 à 100. En outre, nous avons aussi créé des jobs de machine learning pour des métriques système en provenance de Zabbix. Ça peut être l'usage du CPU, le CPU ready et l'usage de la mémoire. Et on peut voir que pour chaque job, on a une anomalie et une ligne overall qui permet de concaténer le résultat de ces trois jobs. Et on peut voir sur une anomalie ce qui s'est passé. Au lieu de l'afficher aussi par job ID, on peut afficher par rapport au code d'application ou par rapport au nom du serveur. Ceci permet de faire une corrélation pour dire que dans les minutes, les heures suivantes, une application pourrait avoir un problème bien particulier. Merci, c'était tout pour cette séance de démonstration. Merci. Donc, nous venons de voir la démonstration sur ZenIT Observabilité, sur ce qui a été fait en termes de corrélation, en termes de job de machine learning, mais aussi en termes d'observabilité sur des métriques applicatives ou des métriques système, où on peut aussi, à titre d'exemple, inclure d'autres sources de données. Nous passons maintenant à la partie conclusion. Là, on détaille tout ce qui a été fait dans le cadre de ce projet. Donc, aujourd'hui, on a déjà fait la mise en place des plateformes ZenIT Observabilité en hors production et en production. Une ouverture de flux générique du socle ZenIT, donc observabilité. On n'aurait pas pour un autre projet
qui intégrera ZenIT Observability de faire un ensemble de demandes d'ouverture de flux, un POC sur les données de la plateforme BDT, comme vous venez de le voir. En cours, on a deux pilotes, un pilote APM, Application Performance Monitoring, avec Instant Payment, qui est en cours, un pilote sur les logs, avec des données de la SPS. Et là, on est en train de finaliser les normes d'intégration des logs et des données APM pour avoir un socle assez stable. Intégrer aussi d'autres sources de données comme Control-M ou du ressenti utilisateur qu'on verra un peu plus bas. Donc, les next steps, si on peut en parler, c'est l'ouverture généralisée de l'intégration des logs et des données APM, le rapatriement des clusters d'observabilité métier existantes à ICDC. Aujourd'hui, on avait des clusters pour la BDT, pour mon compte formation. L'idée, c'est de tout rapatrier au sein d'un seul cluster, ZenIT Observabilité. Prédire, faire la prédiction d'anomalies pour une application. Là, on a vu qu'on fait actuellement une détection d'anomalies. Là, on sera beaucoup plus sur la prédiction. Et intégrer aussi le ressenti utilisateur avec AppSmoon, qui est une solution d'Itexis. Pour la roadmap, ce qui a été fait actuellement, c'est la déduplication des alertes, l'affichage des consignes actuellement qui a été fait. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers une création automatisée des tickets, une prise en main des produits. Et l'idée aussi, c'est d'aller tout en haut, vous le voyez, vers du prédictif, comme on a eu à le voir sur les next steps, et faire aussi de la remédiation automatique sur ces anomalies, au cas où on détecterait des incidents beaucoup plus tôt que prévu. C'était tout pour la présentation sur cette partie. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et on écoute vos questions. Merci beaucoup Fabien et merci Matar pour cette effectivement présentation extrêmement pertinente. J'ai deux questions pour vous. C'est l'exercice, vous le savez. La première, je vous la pose telle qu'elle arrive sur le chat. Qu'est-ce qui différencie le machine learning d'Elastic aux autres plateformes de machine learning? Qui veut répondre? Alors, la différence principale, finalement, ça va être que le machine learning élastique, il est fourni sur étagère et donc du coup, il marche. On n'a pas besoin d'être data scientist pour pouvoir l'appliquer. Et donc, on gagne énormément de temps à le mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas tout le travail d'affinage. On a des modèles qui ont été préétablis par Elastic, qui ont notamment été utilisés par Google. Donc Google notamment s'en est servi pour certains de leurs usages. Et donc au travers de ça, en fait, on gagne toute l'expérience qu'a pu avoir Elastic sur ce sujet-là pour finalement appliquer directement des modèles prêts à l'emploi. Là où d'autres solutions existent, mais sont plus complexes à utiliser. Oui, exactement. On peut voir que aussi le machine learning d'Elastic n'est pas bon. Ça permet de faire des choses sur des détections d'anomalies, intégrer un apprentissage non supervisé, mais aujourd'hui il n'est pas trop puissant quand on parle de deep learning, quand on parle de classification de texte. Donc c'est des choses aussi un peu plus poussées qu'on pourrait faire avec d'autres solutions sur le marché. Autre question pour vous deux, est-ce que le machine learning d'Elastic ne renvoie pas trop de fausses alertes? Là on peut dire que oui, le machine learning a ça aussi. Pour envoyer des erreurs, il n'existe pas de risque zéro. C'est possible qu'il envoie des fausses alertes. Mais l'idée, c'est qu'on peut les affiner. On peut affiner sur ce résultat, dire que voilà, on peut faire des règles pour dire que lorsqu'on a des anomalies, est-ce qu'on peut regarder en détail déjà avant de faire une alerte ou ensuite aussi, il y a la possibilité de faire des jobs de machine learning sur ces algorithmes, mais en même temps, il y a un score de sévérité. Donc, on peut se baser sur ce score-là pour dire que vraiment que cette alerte-là est pertinente ou pas. Et j'ajouterais que en fait, le machine learning, il va s'adapter particulièrement bien sur des activités où on est capable de déterminer un cycle de normalité.
il y a tout un tas de choses qui n'ont pas de cycle de normalité, ils ne seront pas éligibles au machine learning parce qu'on ne peut pas arriver à déterminer une activité nominale. Une autre question arrive sur le chat. Alors, est-ce qu'il est possible de fixer dans le machine learning d'Elastic des périodes de blackout, de vacances, pour ne pas remonter des alertes durant ces périodes? Oui, alors tout à fait, effectivement, c'est une fonctionnalité native du produit où on est capable de fixer des périodes de temps, notamment quand on fait l'apprentissage sur des données historiques. On sait qu'on a eu des périodes où il y a eu des problèmes, donc on ne veut pas considérer que c'est l'activité normale, on ne veut pas qu'il apprenne sur ces éléments-là. On est capable aussi de le faire de manière proactive, c'est-à-dire que on sait que dans telle période, il y aura, je sais pas, des vacances ou à l'inverse, une semaine noire pour une raison X ou Y, et ben on est capable, en avance de phase, de désactiver l'apprentissage permanent basé sur cette période pour éviter qu'il apprenne de cette période et il considère que c'est une activité nominale. Effectivement, ça répond à la question. Et on peut, lors de la création d'un job, spécifier tous ces paramètres-là. Comme ça, on ne lèverait pas des faux salaires. Eh bien, je crois que... Ah si, il y a encore une question qui arrive. On a encore quelques minutes devant nous. Qui pourra avoir accès à ces informations? Alors, en gros, tout le monde. Le but, c'est de faire en sorte qu'effectivement le socle, alors c'est certainement pas élitiste et de garder ces informations pour quelques personnes. Donc, il y aura, l'idée c'est que tout le monde pourra accéder au socle. Il y a un certain nombre de données qui évidemment ne seront pas accessibles à tous, mais toutes les données qui sont de domaine public, je pense aux métriques en particulier, je pense au log SPS, ce sont des éléments qui sont de notoriété publique et donc du coup, tout le monde pourra accéder à ces informations et tout le monde pourra donc du coup consulter les données APM, les tableaux de bord d'observabilité et donc du coup, que ce soit des côté études, côté production ou même potentiellement côté MOA, on pourra accéder à tout ça. L'idée vraiment c'est de démocratiser toutes ces données et tous ces outils. Matar aussi, vous êtes... Oui, exactement. Très bien. Écoutez, je crois que pour les questions, nous avons terminé. On va vous remercier pour cette mini-conférence sur ZenIT. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Je suis sûre que oui. Si on veut en savoir plus, évidemment, rendez-vous à nouveau dans les accès avec les contenus à retrouver, évidemment. Merci à tous les deux.